Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Hémicycle TV, ici au sommet de l'inclusion économique, troisième du nom, à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, qui nous accueille. Alors, je me tourne vers notre invité, Vincenzo Vinzi, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est parfait. Bienvenue, soyez le bienvenu. Vous êtes Merci. le président de l'ESSEC, une école qu'on ne présente plus depuis 6 ans, et vous êtes aussi professeur. Vous étiez professeur aussi de statistiques et en intelligence artificielle. C'est exact. Plus Alors, précisément, je dirais directeur général de l'ESSEC. bon, voilà. Et donc, c'est bien que vous soyez ici parce que justement, en ce qui concerne évidemment le thème de l'inclusion économique, cet enjeu majeur aujourd'hui pour la société et pour les entreprises, les écoles de formation sont des acteurs clés, évidemment, pour favoriser en tout cas l'inclusion, en tout cas dans les esprits, pour former les futurs managers à cette problématique. Est-ce que, évidemment, vous en avez conscience? Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, au sein de l'ESSEC, pour justement favoriser auprès des étudiants cette culture, finalement? C'est une culture qu'il faut apprendre aussi. Ah oui, vous avez pleinement raison. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place. Mais moi, je commencerai par dire le pourquoi on met en place tout cela. Ouais. Moi, je suis extrêmement convaincu de la puissance du collectif, et un collectif qui soit enrichi de la diversité sous toutes ses formes. Et pour cela, il faut que les personnes qui sont en responsabilité, justement, soient capables de fédérer, d'impulser un certain nombre de choses, soient capables de convaincre. Et tout cela est extrêmement important, donc d'élargir un petit peu le spectre de la diversité au sein d'une école. Oui, une école, c'est un lieu de passage pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon les programmes. Mais après, c'est un lieu où on se forme beaucoup, on se forme, on se découvre, on se transforme pour ensuite avoir un impact positif dans les organisations, les entreprises, la société. Et du coup, la manière dont on vit la diversité au sein de l'école, c'est très important parce que c'est un élément formateur pour ceux qui arrivent après. Et du coup, alors, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, de projets mis en place. À l'ESSEC, de manière spécifique, on a un centre d'égalité des chances qui cette année a fêté ses 20 ans d'existence. Ah oui, donc vous êtes très pionnier en réalité Et sur voilà, ce sujet. il y a 20 ans, doucement, c'était très pionnier et il faut rester pionnier. Et du coup, on a ajouté un élément à ce centre d'égalité des chances. À partir de cette année, on l'appelle CEDI, c'est le centre égalité, diversité et inclusion, en mettant l'inclusion comme nouvel horizon de cet enjeu qui est capital. Et donc, c'est la diversité sous toutes ses formes. Bien évidemment, on parle de l'ouverture sociale, qui est un élément extrêmement important. Donc, dernier dispositif mis en place, c'est ce qu'on appelle le double appel à l'oral. Donc, c'est au moment spécifique à la grande école, au moment du concours, on fait en sorte que jusqu'à 40 étudiants boursiers qui sont tout près de la barre d'admissibilité aux écrits arrivent à l'oral sans que personne ne le sache, pour éviter tout biais de sélection, sans point de bonification, pour qu'ils arrivent avec leurs notes à l'oral. Et ensuite, à l'oral, ils sont libres d'avoir leur performance. Et cette année, on a eu 19 étudiants boursiers qui, grâce à ce dispositif, ont intégré les SEC à la fin et on les aurait perdus si on n'avait pas ce dispositif. Et donc, pour cela, on a mis aussi un objectif très clair. On a mis pour 2025 l'objectif d'avoir 27% de boursiers. D'accord. Et versus combien auparavant? Jusqu'à il y a quelques années, on était à 10%. Ah oui, donc c'est un et gap, donc, on est important, de 10 à 27 sur 5 ans. D'accord. Et alors, vous parliez des jeunes, et notamment des étudiants, c'est devenu une exigence évidemment pour eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils attendent de vous justement sur ces sujets? Ils s'attendent justement, d'abord, c'est très important d'être authentique dans les démarches. Et ça, c'est aussi le rôle des dirigeants au sein d'une institution, d'une organisation. Et donc, l'authenticité, c'est justement d'aligner l'ambition avec des actions très concrètes. Et aussi, quand on parle d'égalité des chances, moi, j'aime bien ajouter de manière un peu provocatoire l'égalité de réussite. Parce que c'est très bien d'ouvrir les écoles à une population beaucoup plus diverse, mais aussi, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aussi que les personnes qui arrivent soient bien incluses au sein de l'ensemble de la communauté et qu'ils puissent avoir les mêmes chances de réussir. Donc, il faut les accompagner. Donc, il faut faire aussi au sein de la communauté tous les efforts pour que la communauté, de manière unie, soudée, puisse arriver justement à la fin du parcours d'études. Ça, c'est vrai pour la question de l'ouverture sociale. C'est vrai aussi pour la question d'égalité femmes-hommes, et où il y a des questions de sensibilisation, mais aussi des questions de formation. Et aussi les questions des étudiants en situation de handicap, et plus récemment les questions de LGBTQI+, qui est aussi un nouveau défi
pour l'ensemble de la communauté. Alors on parle des étudiants, mais du coup, si on se place du côté des entreprises, évidemment, les entreprises, elles aussi, elles ont besoin de recruter tous les talents et de toute la diversité. Alors, on sait qu'il y a des difficultés, évidemment, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes qui restent sur le bas-côté, puisque c'est ici l'objet des débats du sommet de l'inclusion. Qu'est-ce qu'elles attendent justement des écoles comme les vôtres pour les aider finalement à recruter les bons profils? Oui, justement, ils s'attendent à une diversité dans l'excellence. Ça veut dire qu'il faut éviter tout processus de stigmatisation et il faut aussi éviter des processus éventuels de syndrome de l'imposteur. Ouais. Et donc, il faut bien veiller à ce que chaque individu se sente pleinement légitime là où il est et qu'il y a vraiment ce processus d'inclusion. C'est pour cela qu'on a ajouté cette dimension d'inclusion à la partie d'égalité et diversité. Et du coup, on a, par rapport à cela, pour faire en sorte qu'il y ait aussi une évolution culturelle de l'ensemble de la société, on a créé une fresque de la diversité qui est un atelier où on traite, en faisant par exemple en comparaison avec la fresque du climat, Ouais. où on traite de manière sérieuse mais aussi avec une dimension ludique la question de la diversité pour faire en sorte de traiter tous les biais cognitifs mais spontanés par rapport à de la discrimination qui parfois n'est pas volontaire, mais des biais cognitifs, des biais culturels, des biais sociaux peuvent amener à des comportements discriminants sans forcément que l'individu soit conscient de cela. Ouais. Et donc cette fresque de diversité c'est un atelier qu'on a fait pour l'ensemble de nos étudiants, mais aujourd'hui pour 13 000 personnes en France, pas seulement nos étudiants, mais aussi dans les entreprises. Oui, donc ça. on fait la fresque de la diversité au sein des entreprises et au sein d'autres établissements d'enseignement supérieur, dont les universités. Donc les entreprises sont très demandeuses, qui ont plus déployé la fresque de la diversité au sein de leur communauté, de l'ensemble de leurs collaborateurs, justement pour leur faire prendre conscience parfois de comportements qui peuvent être discriminatoires par rapport à la diversité sous toutes ses formes, mais qui se basent sur des biais cognitifs qui ne sont pas forcément connus. Ouais. Alors on parle de cette génération qui arrive, qui elle sera formée évidemment à toutes ces dimensions-là, mais le problème souvent on dit que les managers actuels, eux, ont parfois du mal justement parce qu'ils n'ont pas été formés à leur époque à recruter justement ces jeunes. Et voilà, et là il y a toute la question justement de la formation tout au long de la vie. Ouais. Il faut un temps, jusqu'à récemment, où on avait la formation initiale qui, à la fin de laquelle on disait « j'ai fini mes études ». Après, il y avait, si vous voulez, un processus d'alternance les études. Après, il y avait le monde professionnel. Et ensuite, éventuellement, pour celles et ceux qui voulaient plus tard, dans leur vie professionnelle, à nouveau des études. Aujourd'hui, il faut vraiment s'inscrire avec une approche de mobilité intellectuelle au sein d'un continuum, formation tout au long de la vie, qui puisse permettre justement de faire face à des nouveaux enjeux, même pour les seniors, au sein des entreprises. Ouais. Et est-ce que vous diriez qu'il faut aller plus loin? Enfin, comment faire pour aller plus loin aujourd'hui, notamment pour la société, d'une manière générale, pour favoriser, pour développer, pour enrichir cette diversité? Est-ce qu'il faut avoir des contraintes plus réglementaires, plus fortes? Alors, c'est vrai que moi, je ne parlerai pas de contraintes réglementaires, mais je parlerai plus des dispositifs qui, parfois, c'est un peu comme les quotas pour les hommes et les femmes. C'est la diversité. Et voilà, justement, quand on met des quotas, ce n'est pas forcément la solution, mais ça inspire, ça pousse à faire en sorte que le problème soit perçu, soit connu, qu'il y ait une prise de conscience pour ensuite passer à des solutions spécifiques. Donc, c'est vrai que la dimension réglementaire aide à faire en sorte que même pour celles et ceux qui n'ont pas pris conscience du problème, il y a cette prise de conscience. Mais comment on peut la mesurer? Parce que c'est ça la difficulté. Dans les pays anglo-saxons où les statistiques techniques, par exemple, existent, contrairement à la France, c'est peut-être plus facile. Comment fait-on en France? Il y a justement, parce que c'est une question aussi culturelle et assez touchy au niveau du pays. À mon avis, il y a une question d'un élan. Il faut créer des dynamiques spécifiques aux sein des entreprises et des organisations, en fixant par exemple peut-être des KPI à long terme, mais ce qui est très important pour moi, c'est la trajectoire. Parce que dans la trajectoire, il y a un engagement qui n'est pas seulement individuel, mais collectif par rapport à ces sujets.